Voilà, donc la première table ronde intitulée du réseau électrique au réseau intelligent. Bon, je suis désolé, madame, la parité est loin d'être respectée. Mais chaque année, je remarque qu'on fait un petit peu mieux, mais ce n'est pas terrible quand même. Donc, comme vous êtes la seule femme, c'est vous qui commencerez, si vous en êtes d'accord. Et pour que tout le monde suive bien vos échanges, est-ce qu'il vous serait possible, en une phrase, voire deux, de définir ce que l'on appelle un réseau connecté? Parce qu'on parle de territoire connecté, de réseau connecté, etc. Donc pour que tout le monde soit bien, connaisse bien l'objet de la table ronde, est-ce que vous pouvez synthétiser ce que vous apportez? Peut-être qu'il y aura d'autres définitions d'ailleurs autour de vous, mais si vous voulez bien commencer. Oui, c'est pas évident comme question. Non, c'est pas évident. Territoire connecté, j'imagine effectivement un territoire qui associe déjà l'ensemble des acteurs locaux, collectivités, entreprises, consommateurs, producteurs, pour une amélioration effectivement de l'équilibre entre production et consommation locale, en s'appuyant sur des technologies innovantes. Voilà. Est-ce que votre voisin dit mieux? Non, je ne crois pas. En fait, les territoires connectés, je pense qu'il faut le raisonner comme un aménagement du territoire et en même temps éviter d'être en rupture par rapport aux smart grids et notamment aux villes qui sont fortement impliquées également dans les smart grids et dans la connexion, la connectivité qui est multiple. En fait, je pense que quand on parle de territoire connecté, on pense effectivement à la téléphonie mobile, on pense à tout ce qui concerne la desserte en fibre optique, mais on pense peu, sans doute encore, aux objets connectés qui demain seront aussi une partie très très présente et qui nous permettront aussi, en termes d'apport de services publics, de rationalisation aussi de coût de l'énergie, justement d'adaptation de la production locale à la consommation locale, qui nous permettront, grâce à ces nouvelles technologies, de pouvoir vraiment optimiser en fait ces productions et ces consommations. On va continuer avec vous, Président Leboeuf. Donc, il y a eu un film, c'était Le Clan des Siciliens. Vous, c'est un peu le clan des Vendéens, parce que chaque année, vous venez de plus en plus nombreux, et vous en êtes ravis. Et quand on s'est parlé au téléphone, vous avez dit que vous étiez, vous, la Vendée, le département phare, peut-être le plus complet, y compris au niveau européen. Donc, merci encore d'être venu. Toujours cette définition, pour que tout le monde s'inscrive bien dans votre réflexion, de territoire, de réseau connecté. Parce que vous avez à la fois le syndicat avec ses réseaux, vous avez une SEM qui fait de l'énergie propre, vous avez les réseaux Linky qui vous permettent de savoir à quelle heure les Vendéens préfèrent prendre leur douche, et vous avez le GIP Vendée Numérique qui vous permet de développer les services et usages numériques. Donc vous avez toute la panoplie sur votre territoire. La définition la plus simple pour vous d'un territoire ou de réseau connecté? Oui. Peut-être, oui, ça fonctionne. Oui, je vais être très bref dans cette introduction. Après, on aura l'occasion peut-être d'y revenir. Qui dit connecté dit besoin de capteurs pour obtenir beaucoup d'informations, d'actionneurs, parce que si on a les informations qui nous remontent, il va falloir aussi agir. Et entre ces connexions, en fait, entre ce que l'on capte comme information et puis les interventions, il faut entre les deux aussi de l'algorithme. L'algorithme qui est chargé d'analyser, de prévoir et d'agir. Voilà un petit peu ce que peut être un réseau intelligent. Et donc, si on veut à la fois capter de l'information, en envoyer, il faut en plus un réseau qui transmet l'information, et la fibre optique est la seule solution pour demain pour transporter en nombre cette information sur une globalité de territoire. On va y revenir dans le détail, bien évidemment. Dans ce cadre de ce petit tour de piste, Monsieur Salaberry, donc vous êtes le monsieur numérique de la FNCCR. Donc effectivement, vous avez une vision nationale de ce qui se fait, de ce qui pourrait se faire. Pour vous, la définition idéale, la plus simple d'un territoire de réseau connecté? Quasiment tout a été dit, donc c'est difficile, même si je suis un expert du domaine. Je pense que la notion de réseau intelligent fait appel à l'idée que ces réseaux de télécommunications, quels qu'ils soient,
ils ont une capacité logicielle, une capacité d'intelligence au sens, effectivement, comme ça a été évoqué, des algorithmes qui permettent de rendre les dispositifs fonctionnels et connectants sur l'ensemble du territoire. C'est en ça que ce sont des réseaux qui sont intelligents. Le territoire connecté, c'est plus cette notion d'aménagement du territoire qui était évoquée par le président Corollaire et l'idée qu'il faut être attentif à la fracture numérique et à ne pas la laisser se développer. Or, elle est en train de se développer. Et donc, c'est un enjeu fondamental. Lyon l'a pris à bras-le-corps. À la fois, ça a été évoqué tout à l'heure, à travers les pylônes de téléphonie mobile, mais aussi les réseaux d'objets connectés. Voilà, je pense que c'est pas une définition, mais en tout cas, ce sont des enjeux qui sont très, très importants. Et pour finir, ce petit tour d'horizon avec vous, Philippe Bourguignon. Alors, je vais essayer de faire une synthèse. Un réseau connecté, c'est un réseau pour un territoire dans lequel on va vivre mieux après qu'avant. Par exemple, si je suis aujourd'hui capable d'analyser une radio dans ce territoire ici et de la faire analyser à l'autre bout du monde, parce que le spécialiste est à l'autre bout du monde, je vivrai mieux après qu'avant. Si je n'en suis pas capable, parce que par exemple la communication ne marche pas, elle n'est pas assez rapide, eh bien probablement que j'aurai un diagnostic de moins bonne qualité. Voilà. Donc je pense que c'est d'abord et avant tout un enjeu sociétal d'être un réseau connecté. Et bien évidemment, il a un peu de technologie derrière, et bien évidemment, elle n'est pas simple, mais c'est d'abord et avant tout un enjeu de société, et il ne sera vraiment connecté que si on s'y sent mieux après qu'avant, et si la techno fait peur, on s'y sentira pas bien, c'est clair. On n'est pas sûr qu'on se sente mieux après qu'avant ? Alors, on ne se sentira mieux après qu'avant que dans la mesure où on le maîtrise. Et ça, bon, je ne vais pas venir sur mon intervention peut-être après, mais c'est qu'aujourd'hui, la maîtrise, et aujourd'hui, celui qui sait parfaitement aujourd'hui quels sont les meilleurs modes de transport pour Lyon, c'est certainement pas le syndicat des transports de Lyon, n'en déplaise à ce qu'il est, mais c'est certainement Google aujourd'hui. Voilà. Donc la maîtrise, elle est aujourd'hui dans la Silicon Valley. Bien. Et la question, c'est de savoir ensuite si ça, c'est un bon réseau connecté ou pas. Je propose qu'on aille faire, Jean-Noël Loury, un voyage d'études dans la Silicon Valley, dans les mois qui viennent. On va revenir avec vous, Président Corollaire, quand nous sommes parlé au téléphone pour préparer un petit peu votre intervention. Vous m'avez parlé de deux opérations que vous êtes en train de mener sur l'île de Saint et sur l'île d'Ouessant. Est-ce que vous pouvez nous présenter je ne sais pas si c'est un projet ou une réalité ou quelque chose qui est en cours? Ça commence à être une réalité. Alors, je parlerai peut-être davantage de l'île d'Ouessant, puisque donc on a été retenu au niveau d'un programme européen qui s'appelle ICE, et qui permet, avec une collaboration avec la Cornouaille anglaise, de mettre en place justement un programme justement de maîtrise de la demande de l'énergie, mais avec des objets connectés. Et donc on a commencé, puisqu'il y a donc plusieurs partenaires qui sont donc dans le consortium, donc le SDEF qui est effectivement un petit peu la cheville ouvrière par rapport aux partenaires, donc avec EDF SEI, puisque les îles bretonnes, les trois îles, Saint, Molène et Ouessant, ont l'avantage et l'inconvénient, sans doute, mais l'inconvénient de ne pas être connecté au réseau métropolitain. Donc ça veut dire que la production électrique, elle est essentiellement faite à partir de turbines, ou de générateurs, qui consomment énormément de fuel. Et donc il y a un coût effectivement du kilowatt qui est énorme. Je pense que globalement, la contribution du service public de l'électricité, c'est de l'ordre entre 1,5 million et 2 millions pour 1000 habitants. Donc vous voyez bien la participation importante de la solidarité nationale pour ces Iliens. Et en fait, EDF SEI est aussi très intéressé de réduire justement cette dépendance au pétrole. Donc on a travaillé ensemble avec aussi Bretagne Innovation, le conseil régional et donc Enedis pour mettre en place un réseau qui permettrait effectivement une production locale déjà d'énergie renouvelable, donc avec bien sûr le photovoltaïque sur les bâtiments communaux entre autres, et donc là c'est bien avancé puisque ça c'est le SDEF qui est aussi maître d'ouvrage. Il y a également donc une caractéristique, c'est qu'il y a un constructeur d'hydroliennes, Sabella, qui a aussi développé une hydrolienne tout à fait adaptée pour ces territoires et qui a donc mis en expérimentation une petite hydrolienne pour le moment qui fait 12 mètres de diamètre, 500 mégawatts je crois de production, je ne suis pas trop sûr du chiffre, mais en fait qui doit être replongée l'année prochaine, puisqu'elle
Elle a été ressortie pour pouvoir faire une mise au point. Enfin, c'est quand même un peu compliqué à l'hydrolienne. On est quand même loin de maîtriser la technologie. Donc, il y a également un projet d'éolienne, mais je suis assez sceptique là-dessus, parce qu'on a quand même des contraintes environnementales très très fortes liées à l'insularité, aux espaces naturels sensibles, la loi littorale. Donc, c'est un peu compliqué de faire aboutir un certain nombre de projets. Et puis alors après, il y aura une grande action à mener auprès des habitants, de façon à pouvoir modifier les modes de consommation énergétique. Et je pense que quand on parle de territoire connecté, quand on parle d'évolution par rapport à tout ça, il faut se mettre aussi à la place des consommateurs et des usagers qui doivent du coup s'approprier une nouvelle façon de gérer leur énergie. Par exemple, faire démarrer les chauffe-eau, non pas aux heures creuses comme aujourd'hui, mais au moment où il y a une production d'énergie, que ce soit au niveau du solaire ou hydraulique demain. Donc il y a aussi des comportements à analyser. Et donc un des volets qui concerne le social ou l'acceptabilité sociale fait partie aussi du programme AIS. C'est peut-être la plus forte contrainte, ou c'est les contraintes environnementales, techniques, etc. En fait, ça se cumule. Ça se cumule parce que les contraintes environnementales, notamment pour les grands projets, sont très très longues. Faire aboutir un projet d'éolienne, ça peut prendre des années sur Ouessant, sur les îles en particulier. Par contre, le photovoltaïque, c'est très rapide. Là, on a d'ailleurs été, en quelques mois, ça a été fait, dès que ça a été décidé. Donc, il suffisait d'avoir les accords. Les ABF n'ont pas été trop regardants par rapport à ces nouvelles implantations donc, de toitures photovoltaïques. Par contre, on est uniquement sur du bâtiment public qui est donc mis à disposition, ou alors la gare maritime également de Ouessant. Mais bon, c'est des projets, ceux-là, qui vont aller plus vite. Oui. Pour une île comme celle d'Ouessant, qui a environ 800 habitants à peu près, oui. Est-ce que vous avez déjà une date où vous pourrez raisonnablement espérer que cette île ait une autonomie énergétique ? Je pense qu'on n'arrivera sans doute pas tout de suite à une autonomie énergétique tant que l'hydrolienne ne sera pas opérationnelle. Enfin, même il est prévu d'avoir 2 hydroliennes pour pouvoir arriver à une sécurité, entre guillemets, en termes d'approvisionnement. Il restera sans doute encore les alternateurs ou les groupes pendant un moment en dépannage. Mais ceci dit, c'est vrai que l'objectif, elle est quand même justement d'arriver à une autonomie énergétique. Ça prendra un peu de temps, le temps que la technologie, et notamment, comme je disais tout à l'heure, n'est pas complètement aboutie, avec une fiabilité et en même temps une disponibilité, parce que parallèlement, il y a aussi du stockage donc, qui est porté par EDF SEI, qui est mis en place pour pouvoir justement faire tampon entre les productions alternatives et donc la consommation. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons continuer avec vous, Monsieur le Président Leboeuf. Vous êtes venu avec une vidéo très pédagogique, et puis après quelques slides. Je ne sais pas à quel moment vous voulez passer les... Oui, on va peut-être commencer par la vidéo, si vous voulez, qui peut peut-être vous aider à commencer à matérialiser ce que peut être finalement un réseau électrique intelligent, parce qu'on vient d'en parler tous en introduction les uns et les autres, mais ça représente quoi concrètement, et quel est l'intérêt ? J'avais préparé une petite vidéo avec les services qu'on a essayé de faire passer chez nous au niveau du syndicat à tous nos représentants syndicaux dans l'ensemble des communes pour arriver à matérialiser. Parce qu'on en parle beaucoup, de l'intelligence des réseaux, mais ça veut dire quoi ? Donc je vous propose juste de voir ce petit film de quelques minutes, et puis après de vous dire concrètement comment on a essayé de le mettre en place à travers Smart Grid Vendée, qui est une belle expérience et un très beau démonstrateur. Je vais essayer d'en faire la démonstration. Merci. Juste un mot pour la régie technique. Il était prévu, avant la table ronde, de montrer une petite vidéo produite par le SDEY, et on la présentera entre les 2 tables rondes. Donc là, c'est bien la présentation des réseaux connectés intelligents sur la Vendée. Les réseaux électriques intelligents, c'est quoi ? La construction de notre réseau électrique a débuté il y a plus de 100 ans. Et à cette époque, les besoins de production et de consommation étaient bien différents de ceux d'aujourd'hui. De nos jours, l'accroissement des besoins en électricité, la nécessité de réduire la production d'énergie fossile et le réchauffement climatique poussent à un fort déploiement des énergies renouvelables. Mais alors que l'électricité était jusque-là produite dans de grandes centrales nucléaires ou thermiques, les lieux de production des énergies renouvelables s'éparpillent maintenant sur tout le territoire.
Notre réseau électrique fait donc face à plusieurs défis. Comment intégrer ces nouvelles productions au réseau public de distribution d'électricité? Comment le réseau peut-il évoluer pour assurer la demande croissante en électricité? Et comment faire évoluer ce réseau sans que le prix de l'électricité ne s'envole? Mais justement, de quelle manière est conçu le réseau électrique français? Nous l'avons dit, le réseau électrique français a été conçu pour acheminer de l'électricité, produite par des grandes centrales, et la diriger vers les consommateurs. L'électricité est transportée en haute tension sur un réseau dit de transport, sorte d'autoroute électrique nationale, puis en moyenne et basse tension sur un réseau dit de distribution pour relier les différents consommateurs. L'architecture de ce réseau de distribution ressemble à des branches d'arbres, et chaque jour, chaque heure, les centrales sont pilotées en fonction des prévisions de consommation pour fournir assez d'électricité aux consommateurs. Ce pilotage, destiné à assurer l'équilibre entre offre et demande, est indispensable car nous ne savons pas stocker l'énergie électrique en grande quantité. Autrefois limité aux grandes centrales, celui-ci doit maintenant s'étendre aux nouvelles productions locales. Et le dimensionnement du réseau. Actuellement, le réseau électrique est dimensionné pour recevoir les productions et satisfaire les consommations tout le temps, que les consommations soient maximales et les productions locales minimales, et vice-versa. Ces pics de consommation ou de production locale ne représentent pourtant que de très faibles fractions de temps dans l'année, et c'est pourtant le critère qui dimensionne le réseau. Par analogie, si les autoroutes étaient dimensionnées selon le même principe, on se retrouverait avec des autoroutes à 2 fois 10 voies pour assurer le pic de circulation annuel qu'est le chassé-croisé estival. En dehors de ce pic de circulation, l'autoroute serait grandement sous-utilisée et il faudrait pourtant payer un montant d'entretien élevé via le ticket de péage, en plus d'un coût de construction considérable. Pour pouvoir développer les énergies renouvelables et maintenir notre niveau de consommation électrique, il faut donc revoir la façon dont est conçu le réseau si l'on veut continuer à fournir suffisamment d'électricité verte et à un coût maîtrisé. Du réseau au réseau intelligent. L'objectif, c'est de rendre le réseau électrique intelligent. Comment? En utilisant les nouvelles technologies de communication et en équipant le réseau électrique et les différents sites de consommation et de production locale de capteurs et d'actionneurs. Le réseau devient ainsi pilotable dynamiquement. Consommation et production peuvent alors s'adapter dynamiquement à l'offre et à la demande électrique, y compris lors d'incidents techniques, d'aléas climatiques, etc. Tous ces capteurs permettent également une connaissance accrue de ce qui se passe dans le réseau et ouvrent la voie à des opérations de maîtrise et d'économie d'énergie. Le réseau intelligent, ou en anglais Smart Grid, c'est donc ça. Un réseau capable de s'adapter dynamiquement à ce qui se passe localement sur le réseau électrique. Il peut se reconfigurer ou s'arranger pour décaler, voire modifier des consommations ou des productions, c'est-à-dire créer des déviations, des itinéraires alternatifs ou des zones à vitesse conseillée, pour continuer l'analogie avec les autoroutes. En somme, une sorte de service bison futé ou de GPS intelligent de l'électricité. Donc vous pourrez transmettre nos remerciements à votre service communication qui a bien travaillé. Je sais pas si ça Est-ce aide. qu'il existe votre GPS intelligent sur le territoire de la Vendée ou est-ce qu'il est en construction? Non, ça y est, il est mis en place, en quelque sorte, dans le cadre d'un démonstrateur. Alors on dit souvent que donc, ce Smart Grid Vendée est le plus grand démonstrateur en Europe. Alors je rappelle que des Smart Grid, il y en a un petit peu partout en France, donc restons modestes aussi. Pourquoi c'est le plus grand en Europe? C'est simplement en termes de surface de démonstration. Smart Grid qui sont étudiés aujourd'hui sur le territoire national, ils peuvent être à l'échelle d'un bâtiment, ils peuvent être à l'échelle d'un quartier, ils peuvent être à l'échelle d'une zone économique. Ici, nous l'avons travaillé à l'échelle d'un département. Et je dis souvent que ce que nous sommes en train de tester, c'est en fait pratiquement une petite France. Pourquoi? Je m'explique. La Vendée, donc c'est un département qui est sur l'ouest, département côtier, 250 km de côte. Et dans ce département, on a justement quelquefois le soleil
du sud du département qui n'est pas tout à fait le même qu'au nord. Les vents du côté de l'Atlantique ne sont pas tout à fait les mêmes qu'à l'intérieur des terres. Et donc, dans le démonstrateur, on prend des sources de production d'énergie, justement, un petit peu partout sur le département. Donc, vous voyez qu'un petit peu à l'image de la France, quand dans le sud, il y a du soleil, par exemple, et dans le nord, du vent, il faut voir comment on peut adapter tout ça. C'est ce qu'on essaie de travailler à notre échelle. Donc, entre cette partie production, vous l'avez dit en introduction tout à l'heure, nous avons la chance d'avoir une SEM, une société d'économie mixte, comme vous êtes en train de le faire ici et avec qui on collabore. Cette SEM maintenant a une vieille expérience, puisque les premiers, je citais Jean-Claude, le président qui était avant moi, en Vendée, on a justement cette force des élus qui travaillent toujours ensemble. Et quelles que soient les communes et quelles que soient les générations. C'est pour ça que je suis heureux qu'on soit ensemble avec Jean-Claude. Et donc, très clairement, on a cette ressource en interne où on peut travailler concrètement avec des capteurs sur nos lieux de production. En même temps, toutes les communes sont adhérentes, donc on peut aller travailler aussi sur les lieux de consommation. Ce que vous m'avez dit pour la partie éolien et photovoltaïque, c'est que la production était intermittente, mais qu'elle était prévisible. Alors voilà, c'est là tout le sujet des réseaux électriques intelligents. Et j'ai envie de dire, vous m'incitez à dire qu'on est en train de changer complètement de paradigme. Ça a été un petit peu dit dans la vidéo tout à l'heure, et je souhaite le redire. Hier, qu'est-ce qui se passait ? Vous vouliez appuyer sur le bouton, vous vouliez de la lumière. L'État français a toujours obligé les producteurs à répondre à votre demande. L'entreprise se crée, elle a besoin d'énergie, eh bien, il faut que le producteur se débrouille. C'est-à-dire concrètement, hier, il fallait que la production soit toujours adaptée à la consommation. Aujourd'hui, il faudrait que nous essayions de travailler dans l'autre sens. Il faudrait que ce soit plutôt le consommateur qui s'adapte à une production qui n'est pas aléatoire, qui est intermittente, mais prévisible. C'est-à-dire concrètement, nous travaillons dans le Smart Grid Vendée, donc avec les algorithmes, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des capteurs, mais il y a aussi des informations qui nous arrivent de Météo France. Et je sais que demain matin, à 8h30, je sais à peu près la vitesse du vent dans mes éoliennes, et je sais à quelle heure aussi le soleil pourra me permettre de produire sur mes cellules photovoltaïques à peu près quel type de production je vais pouvoir avoir. Donc je sais que demain matin, je vais peut-être être en difficulté, et donc je vais demander à certains de s'effacer un peu et d'arrêter de puiser sur le réseau, ou je sais au contraire que je risque d'avoir pas mal de production, et il faudrait que je demande à des consommateurs de consommer un peu plus qu'ils ont l'habitude de faire. Parce que je sais à peu près aussi, là c'est les algorithmes qui nous permettent aussi de le calculer, je sais à peu près aussi ce qu'est la consommation d'un vendredi matin à 8h30 d'une semaine classique avec une température classique. Alors vous allez me dire, mais comment on peut faire pour arriver à inciter des consommateurs à moins consommer à des moments ou à plus consommer à d'autres? Donc très concrètement, par exemple, nous travaillons avec d'autres collègues de syndicats frères, j'allais dire, avec Vendéo. C'est eux qui gèrent tous les circuits d'eau potable sur le département. Un lieu qui nous est particulièrement propice, ce sont les châteaux d'eau. Alors que vous allez me dire, quel est le lien entre les châteaux d'eau et puis vos réseaux électriques? Eh bien, très concrètement, comment les châteaux d'eau ont toujours été gérés? Avec des logiciels qui disent, quand mon château d'eau il est à 50%, eh bien, je déclenche mes énormes pompes qui permettent de remonter l'eau pour avoir la pression à votre robinet, et donc je les déclenche à 50%. Manque de peau, le 50%, il est atteint, comme par hasard, à 7h30, quand tout le monde est en train de se doucher et que nos entreprises sont en train de se mettre en route et que vous avez allumé le grille-pain, etc., etc., et vous le mettez à une échelle. Alors que, dans la nuit, j'avais mes éoliennes qui tournaient à fond et que je ne savais pas quoi faire de cette énergie, mais mon château d'eau était à 55%. Donc, il n'y a rien qui se déclenchait.
C'est pour ça que mes capteurs, mes actionneurs, il faut que je puisse aller déclencher les pompes du château d'eau à un moment où ça m'intéresse, pour monter, même si j'étais à 70, c'est pas grave, je vais le monter à 100, de telle manière qu'à 8h30, quand je sais que je vais être en difficulté, et que mon château d'eau n'est plus qu'à 50, eh bien je ne déclenche pas pourtant mes pompes. Parce que je sais qu'à 9h moins 10, eh bien je vais commencer à avoir un petit peu plus d'énergie solaire, que les maisons vont être éteintes parce que tout le monde est parti au travail, etc. Donc vous voyez comment, sans stockage supplémentaire, c'est un peu la différence de notre démonstrateur Smart Grid, c'est que nous n'avons pas travaillé sur le stockage de l'énergie, comme par exemple Nice Green, qui a mis des énormes batteries pour essayer de stocker dans la journée, quand il y a du soleil, de l'énergie. Nous, on a simplement joué sur ce qu'on appelle les flexibilités. Cette flexibilité, vous pouvez la connaître et l'organiser sur des châteaux d'eau, peut-être sur des équipements publics, mais pas chez les particuliers. Alors, sur le particulier, même chose, il y a énormément de flexibilité. Alors, pour l'instant, nous avons travaillé que sur le domaine public. Mais on peut demain travailler sur le domaine privé. Je prends un exemple. Votre lave-vaisselle, vous le mettez quand ? À 19h30 ou 20h30 le soir, quand vous avez fini de dîner et que vous voulez que la vaisselle soit propre pour le lendemain matin. Si demain, eh bien, nous pouvions là aussi envoyer une impulsion dans votre lave-vaisselle. Parce qu'il y a aussi ceux qui disent oui, mais je peux actionner avec un décalage de 2 heures. Mais c'est peut-être pas ce qui m'intéresse, 2 heures. Parce que mes éoliennes sont peut-être pas encore en train de tourner. Donc c'est pas encore de la programmation optimisée avec l'algorithme qui, encore une fois, travaille avec cette prévision de la production. Et donc, voilà un exemple. Par contre, concrètement, là où on est en train de travailler, qui pourrait être tout à fait à l'échelle de la maison, c'est avec les véhicules électriques. Alors, je prends souvent l'exemple, quand je suis avec les Vendéens d'une manière générale, à dire, mais le véhicule électrique, c'est aujourd'hui ce qu'il y a de plus propre. Alors, on a entendu à certains moments des émissions télévision expliquant que le véhicule électrique n'était pas plus propre qu'un autre et tout ça. Donc moi je commence toujours mes interventions en disant si c'est la télé qui le dit, c'est que ça doit être vrai. Et donc on peut le démontrer, un véhicule électrique c'est pas plus propre qu'un autre, je vous le dis, je vous le confirme, parce que s'il est branché sur une prise allemande où derrière il y a une station, il y a une centrale charbon, le véhicule électrique n'est pas propre. Tandis que chez nous, on a un véhicule électrique qui est rechargé avec le soleil et avec le vent. Donc là, cette fois-ci, il est 100% propre. Et je continue la démonstration à travers l'intelligence en disant, chers amis vendéens, si vous êtes des vrais citoyens, des bons citoyens, quand vous arrivez à 20h le soir, vous ne branchez pas je vous en prie, vous ne branchez pas votre véhicule sur la prise. Parce que vous avez pu remarquer qu'à 20h en arrivant, il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de soleil, donc branchez pas. Avant de vous coucher à 22h, sortez voir s'il y a du vent. S'il n'y en a pas, mettez votre réveil à 23h. À 23h, vous allez voir, s'il n'y a toujours pas de vent, décalez à 24h. Etc., etc. Vous voyez un petit peu, mais c'est pour aider à la compréhension. Or, si j'ai l'intelligence du réseau, je branche mon véhicule en arrivant à 20h et il ne se recharge pas. C'est pas en branchant que je déclenche l'acte, mais c'est l'intelligence du réseau qui devrait dire c'est à telle heure. Sachant qu'en plus, vous avez expliqué que votre véhicule, vous ne le prendrez qu'à 8h30 le lendemain matin parce que vous allez mener les enfants à 9h moins le quart. Et là où on va pousser aussi notre travail, c'est que comme je sais que dans la journée, vous avez l'habitude de faire que 70 km et que vous le prenez qu'à 8h30, eh bien, à 7h, quand j'ai une pointe où je suis en difficulté sur mon réseau, je peux venir discrètement vous prendre un peu d'énergie. Et si on le multiplie par des centaines de véhicules, vous voyez ce que ça peut faire. Je viens vous chercher discrètement chez vous un peu d'énergie parce que je sais que dans la journée, vous avez l'habitude de faire que 70 km.
Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un plein, entre guillemets, de 300 km, comme c'est le cas sur la nouvelle Zoé. Voilà un petit peu ce que sont les réseaux de l'avenir. Donc soit j'ai le choix, soit je mets mon réveil à 23h, Voilà. soit j'accepte le compteur Linky ou autre qui permet d'organiser tout ça. Alors effectivement, hein, et M. de la Doucette l'a dit tout à l'heure, la pierre angulaire, c'est Linky. Tout ceci n'est pas possible s'il n'y a pas cette pierre d'un compteur communicant. Il faut que je puisse communiquer. Alors je ne m'en vais pas voir si vous êtes présent dans la maison ou pas présent, et si, etc., comme certains voudraient nous faire croire que le compteur est là pour vous surveiller. On n'est pas là pour vous surveiller. On est là simplement pour éviter de construire des énormes réseaux, c'est-à-dire l'autoroute de 10 voies, lorsque je peux avoir simplement 2 voies, si j'organise avec Bison Futé. Très bien. Vous n'avez pas besoin de vos slides, peut-être ? Bon, écoutez, je pense que... Je ne sais pas si vous arrivez à sentir un peu ce que sont... non, ce qu'on... Bon, là ça rappelle un petit peu toutes les missions que le CIDEV essaie de réaliser. Alors si je peux ajouter, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer toutes les diapos. Oui, allez-y. On va passer encore. Voilà, Smart Grid. Bon, donc les objectifs de Smart Grid, hein, gérer l'arrivée de ces énergies renouvelables. Hein, vous avez bien compris que l'enjeu, c'est ça, c'est qu'on a des réseaux qui risquent d'être déstabilisés à tout instant. Hier, on avait une centrale quelque part et on emmenait cette énergie dans chaque département, dans chaque commune, dans chaque village, dans chaque rue. Aujourd'hui, sur ces réseaux, viennent en plus mon voisin qui a du photovoltaïque, l'agriculteur d'un petit peu plus loin qui a une éolienne, etc. Donc en fait, on voit qu'il faut intégrer ces nouvelles énergies renouvelables, développer la visibilité et la prévision sur le réseau, je viens, je pense, de l'expliquer. Alors après, tout notre travail aussi, vous le devinez derrière, c'est que tout ceci coûte un peu d'argent. Mais l'objectif, c'est de construire que 2 voies quand à certains moments on en construisait 10. Donc il y a bien aussi un enjeu économique. Donc c'est comment transformer ces flexibilités en une valeur économique. Donc c'est là-dessus aussi qu'on travaille. Bon, juste j'avance pour faire voir un petit peu la carte. Alors oui, Smart Grid Vendée, c'est un consortium. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Il n'y a pas que le syndicat qui porte le projet. Ce consortium, donc, où on porte, j'allais dire, le projet lui-même, mais on a en direction technique Enedis, hein, qui est notre concessionnaire et avec lequel on travaille particulièrement bien. Vous avez RTE aussi. Vous avez pour justement le matériel, les actionneurs et tout, le grand Engie qui nous y aide. Sur toute l'intelligence, on a General Electric, au départ c'était Alstom qui est devenu General Electric, et puis on a aussi Activity qui travaille justement sur le développement de toute la partie logicielle. Et le CNAM, alors le CNAM qui a 2 fonctions, hein, organisme de formation et de recherche. L'une, c'est sur l'acceptabilité sociale de ce qu'on est en train de dire. Hein, parce que là, vous voyez bien qu'on est en train de jouer un peu, plutôt que de mettre mon réveil, c'est quelqu'un d'autre qui le fait à ma place. Donc, comment les sociétés vont l'accepter ? Et puis, deuxième chose, avec le CNAM, on a lancé une formation ingénieur, et on a remis avec Jean-Claude les diplômes il y a 3 semaines, 15 jours maintenant, donc de la première promotion, après 3 ans de formation, diplôme ingénieur Smart Grid. Parce que c'est aussi ça, l'enjeu pour demain. C'est qu'on peut vouloir des réseaux intelligents, mais il va falloir qu'on ait aussi l'intelligence humaine pour les mettre en place. Et donc on a osé lancer au niveau national donc, cette formation d'ingénieur Smart Grid, et c'est pour ça que le CNAM est partenaire de ce projet Smart Grid. Vous voyez, le budget total, c'est 28 millions d'euros, dont 9,5 d'aide, et on va finir
ce démonstrateur donc en 2018. Là, tout l'hiver, on va vraiment expérimenter ce que je suis en train de vous dire. Là, il a fallu du temps pour mettre les actionneurs, les capteurs, développer les logiciels, les algorithmes, etc. Donc là, maintenant, on est à l'optimum, j'allais dire, du fonctionnement de ce Smart Grid. Et puis, l'image suivante, si vous voulez bien. Non, après. Allez, voilà. Alors, voilà la Vendée. Donc à l'ouest de la France, vous voyez sur la carte de France à côté. Nous aussi, on a une île, l'île Dieu, qui nous permet aussi des expérimentations. Et M. Bourguignon peut-être on dira où on a plein de choses à faire sur cette île. C'est intéressant aussi. Alors voilà, ce qui va se dessiner progressivement. Premièrement, donc on travaille. Attendez, avant d'aller plus loin. Oui, voilà. Donc on travaille sur 5 postes sources. Donc les capteurs, en particulier. On les a mis sur ces postes sources. Donc vous voyez, il y en a 3 dans le sud, 1 sur la côte et 1 dans le nord. Ensuite, outre Météo France, allez-y, outre Météo France, on a 2 stations météorologiques réseau. Là, entre les prévisions Météo France sur la Vendée, qui sont déjà particulièrement précises, on peaufine encore la connaissance même, c'est-à-dire y compris sur les nuages. Quand un nuage est en train de passer, eh bien, ça a une influence sur une production de quelques panneaux photovoltaïques. Donc il faut qu'on arrive jusqu'à ce niveau de précision. Ensuite, on avance. Donc on a l'expérimentation sur les véhicules électriques, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc ce n'est pas chez les particuliers pour l'instant, parce qu'il faut que l'on puisse travailler, et c'est sur notre siège. J'avance. Donc on a 37 centrales photovoltaïques qui emmènent de l'information sur nos algorithmes. Allez, on continue. On a 4 parcs éoliens de branchés. On peut voir concrètement. Et enfin, donc 7 usines de production d'eau potable, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc qui sont disséminées un petit peu partout sur le territoire. Et puis on a 120 bâtiments publics où on peut jouer sur, justement, hein, c'est en lien avec les maires, on peut jouer sur des décalages, j'allais dire, de consommation. Mais il faut qu'on garde un service quand même. Hein. Il ne s'agit pas dans une maison de retraite qu'il fasse froid quand il ne faudrait pas. Mais on peut jouer sur des décalages quand même. Et puis on travaille aussi sur une expérimentation sur 40 commandes d'éclairage public. Là aussi, on peut baisser un peu l'intensité lorsque sur le réseau, il faut que l'on puisse faire quelques économies. Vous voyez, donc on est sur du très concret. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous m'avez dit tout à l'heure que la Vendée était une petite France. Vous n'envisagez pas de prendre l'autonomie quand même. On est en train de voir ça avec les Espagnols. D'accord. On va continuer avec vous, Noémie Poise. Je tenais vraiment à ce que vous soyez parmi nous, donc merci. Ah. Oui, juste au contraire. Tout à fait le contraire de l'autonomie, et ça me permet juste de faire une toute petite parenthèse avec nos amis bretons, c'est que ce que nous sommes en train de faire là, avec le démonstrateur, nous avons voulu aller beaucoup plus loin. Et dans le cadre de la Nouvelle France industrielle, et le dossier qui a été lancé par le gouvernement, nous avons co-répondu avec nos amis bretons sur ce grand projet des réseaux électriques intelligents de demain. Et quand Louis Schweitzer était venu nous présenter un petit peu ce grand projet, il disait qu'il voulait en France, c'est pour ça qu'il va y avoir beaucoup d'investissements, il voulait en France trouver une région qui puisse préfigurer ce que seraient les réseaux intelligents de demain et qui puisse être la référence en Europe. Et il comparait ça en disant, comme Toulouse aujourd'hui est la référence de l'aéronautique, il cherchait une région qui puisse être la référence pour qu'on puisse exporter désormais j'allais dire, tout ce savoir-faire. Et l'idée, on travaille Bretagne et Pays de la Loire, maintenant non plus à un démonstrateur, mais à la phase industrialisation, avec plus de 200 entreprises qui sont en train de travailler avec nous, avec le CEA Tech, avec un certain nombre d'universités, donc pour pouvoir maintenant développer ça et arriver jusque dans Lyon. Merci. Merci beaucoup. Noémie Poise, vous avez
pilotez notamment 2 projets en territoire très rural. Donc c'est pour ça que ça nous intéressait vraiment d'avoir votre témoignage. Au nom de Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, si je dis que la structure est un peu le bras armé de la région dans le domaine qui nous intéresse. Oui, c'est ça, effectivement. Agence régionale de l'énergie et de l'environnement. On intervient au service des collectivités donc auvergnates et rhône-alpines sur les thématiques énergie et climat, principalement comme centre de ressources, et puis aussi en accompagnement de projets innovants et filières émergentes, comme c'est le cas des Smart Grid. Moi, j'avais identifié sur votre territoire une petite commune, c'est la commune de Les Haies. Il y a, je crois, 800 habitants. Donc, j'avais eu Madame le maire au téléphone qui aurait dû être parmi nous aujourd'hui, puis elle était en déplacement, mais elle nous a dit de toute manière, il y en a une qui a piloté le projet et qui en parle bien mieux que moi, c'est Noémie Poise. Donc, merci d'être venue. Je ne sais pas si vous avez besoin des slides pour présenter votre projet. Je ferai signe, vous ferez signe ouais. Je vous en prie. Oui, effectivement. Donc, je vais vous présenter 2 projets qui ne sont pas terminés, qui sont en cours, de projets Smart Grid, qui sont effectivement en milieu très rural et qui sont focalisés donc sur l'intégration des énergies renouvelables sur les réseaux électriques, plutôt basse tension. Donc, ça sera un peu complémentaire des autres exposés. Alors déjà, juste pour expliquer un petit peu le contexte et pourquoi nous, agence régionale, on a été amenés à s'intéresser progressivement à cette question-là. Alors au départ, c'est parti d'un projet expérimental qui n'avait pas de lien à la base particulier avec ce thème. On a initié une démarche avec des parcs naturels régionaux, donc des milieux ruraux, en 2010-2011 pour faire émerger, on va dire, des sociétés de type coopérative intégrant des collectivités, des entreprises locales et surtout des citoyens pour développer... Qui sont actionnaires des projets. Qui sont actionnaires des sociétés. L'idée était à l'époque, effectivement, de pouvoir trouver des solutions alternatives à la production des énergies renouvelables en ayant une approche territoriale très forte. Puisqu'il faut se replacer un peu dans le contexte, 2010-2011, on était un peu dans le, la belle époque du photovoltaïque, la bulle spéculative, beaucoup de démarchage de collectivités, avec des gros projets qui, parfois, ne mettaient pas toujours en place une concertation locale et puis ne proposaient pas toujours de retombées économiques locales. Donc c'était un petit peu ça qui nous avait poussé à réfléchir sur ce modèle dit centrale villageoise. Et donc, on a travaillé avec les territoires, des parcs et puis des territoires pilotes pour mettre en place des premiers projets. Aujourd'hui, c'est un modèle qui essaime. Mais plus concrètement, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait émerger ces premières sociétés locales avec des actionnariats, donc citoyens, collectivités, etc. Et on a aussi initié la réalisation de premiers projets photovoltaïques qui étaient sous forme de grappes photovoltaïques en toiture. Et le plus gros frein qu'on a rencontré, en fait, pour mettre en place ces projets, ça n'a pas été la capacité de financement des projets, quand bien même on passait par du financement citoyen. Ça n'a pas été la question du gisement, puisqu'on s'est rendu compte que, notamment sur le territoire de la région de Condrieu, que je vais présenter juste après, on a à peu près un gisement de 60 mégas uniquement sur le solaire en toiture. Il y a 1 méga d'installé pour l'instant, donc c'est vraiment pas là où ça coince. Là où ça a coincé, c'est clairement sur le raccordement au réseau. Et on a dû abandonner des pans entiers de projets uniquement parce qu'on avait des coûts d'extension ou de renforcement qui doublaient simplement le coût du projet photovoltaïque. Donc c'était vraiment compliqué en fait de mener à bien ces projets, sachant que c'est vrai qu'au départ, on avait un peu cette idée de vouloir solariser des villages. Donc c'est vrai qu'on essaie de concentrer en fait des installations photovoltaïques sur des tout petits villages en milieu rural, donc sur des réseaux, on va dire, moins denses, où on n'a pas autant de foisonnement qu'en milieu urbain. Donc en fait, très vite, dans cette expérimentation centrale villageoise, on s'est dit il faudra qu'on aille plus loin en fait, sur la question du réseau électrique et qu'on se penche sur des solutions plus dynamiques qu'on puisse mettre en place. Donc c'est ça un petit peu qu'a fondé la réflexion et qui a conduit au montage du projet alors SMAP, Smart Grid, dans les parcs. Voilà, donc diapo suivante. Donc ce projet, il a démarré fin 2015, début 2016. On est à peu près à la moitié, voire un peu plus. Il se terminera fin d'année prochaine. C'est un projet donc, qui est copiloté donc, par Aura 2E et Enedis, avec 8 autres partenaires qui sont extrêmement mixtes. Donc on a des collectivités, donc la commune des Haies avec Madame la maire Laurence Lemaître qui était au départ prévue pour cette intervention.
le parc du Pilat, donc très proche effectivement du projet initial collectif, le syndicat d'énergie du Rhône bien sûr. On a 2 industriels, donc Atos qui est là pour instrumenter le réseau basse tension et puis Nexans qui regarde ce qui se passe côté HTA. Et puis on a Espul, que vous devez connaître aussi, expert sur la question du photovoltaïque, et Grenoble INP, qui est notre un peu R&D, avec un thésard notamment qui modélise tout ça et qui regarde un petit peu ce qui se passe de façon plus simulée, théorique. J'espère que j'ai oublié personne dans les partenaires. C'est un projet, voilà, c'est alors le petit pousset des smart grids, je pense au niveau français pour le coup, puisque nous on est petit, on a un budget de moins d'1 million d'euros, mais on a quand même des ambitions assez fortes, avec un financement européen FEDER pour à peu près 40% du montant. Ce projet, donc, il est basé dans le parc naturel régional du Pilat. Et il s'adosse à une production photovoltaïque qui est existante et qui est justement exploitée par cette société centrale villageoise de la région de Condrieu, qui a la particularité justement d'avoir concentré ses installations photovoltaïques sur un même village, le village des Haies. Donc c'est un petit village, 700 habitants, avec 7 installations de cette société qui sont raccordées à un même poste HTA-BT, plus d'autres installations de particuliers qui étaient déjà présentes. Et on sait que sur cette zone, le prochain producteur qui arrive va devoir, en gros, prendre à sa charge la création d'un poste, quoi. Donc on est vraiment limite à saturation de ce point de vue-là. Voilà. Donc on a monté cette expérimentation. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans ce map? Alors il y a 2 grands volets expérimentaux. Un volet très technique sur le réseau. Un volet plus social, comportemental, puisqu'on a une assise, on va dire, un peu coopérative dans ce projet, et on tient à travailler justement sur le changement de comportement, l'association des citoyens dans l'expérimentation. Et puis un 3e volet qui est prospectif sur justement le croisement de ces questions réseau avec les objectifs du TEPCV, puisqu'on est sur un territoire à énergie positive. Pour ce qui est des comportements des habitants de la commune de Lée, j'imagine que c'est peut-être plus simple, puisqu'ils sont volontaires, ils sont actionnaires du projet, tandis que pour un syndicat, que ce soit Finistère ou la Vendée, il faut vraiment vendre l'utilité du projet de façon avec un peu de recul. C'est pas si simple, effectivement, puisque alors ils sont pas tous actionnaires, puisque l'actionnariat est plus global, hein, sur un périmètre plus large. Et il n'y a pas tant d'actionnaires qui proviennent de la commune des Haies. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail, donc à la fois sur ces 2 volets expérimentaux, sur les aspects techniques, on a commencé par effectivement déployer les compteurs Linky, hein, qui sont la brique de base pour pouvoir mener à bien l'expérimentation. Pas de réticence sur le... Si, justement, beaucoup de réticence. En plus, c'était effectivement les techniciens Enedis découvraient comment on posait tout ça. Il y a eu quelques couacs et effectivement des tas d'alertes qui ont été qui sont manifestées notamment auprès de la mairie. Donc on a dû essayer de désamorcer. On a notamment fait venir la NFR pour faire des mesures d'ondes et prouver concrètement qu'il n'y avait rien de méchant avec les compteurs Linky. Et aussi des difficultés à récupérer les consentements tout simplement des habitants, puisque maintenant on est obligé d'avoir ce consentement écrit pour pouvoir récupérer les courbes de charge, en fait, même Enedis contraint à ça, quoi. Donc la pose des compteurs Linky et puis la mise en place de 2 pilotages qui sont assez novateurs, même très novateurs, je pense, sur ce type de réseau rural. Un pilotage, donc, on a installé un transformateur régleur en charge, donc un transfo qui va pouvoir effectivement moduler la position de sa prise en fonction de la tension du réseau, et donc faciliter la production solaire locale, du point de vue de la question des surtensions. Donc ça, c'est en place depuis 7 ou 8 mois. Et puis on a commencé des premiers tests cet été, mais ça va se poursuivre jusqu'à juillet 2018. Et un 2e pilotage qui est également très innovant, qui est le pilotage centralisé des onduleurs photovoltaïques. C'est-à-dire que, en gros, on envoie des ordres en fonction de l'état du réseau, on envoie des ordres aux onduleurs photovoltaïques pour qu'ils modulent leur puissance, alors active ou réactive, mais l'idée c'est qu'on ait une modulation en gros du comportement de la production solaire en fonction des contraintes du réseau. Voilà, donc l'idée... Vous voulez gérer aux 2 bouts, sur la consommation et sur la production. Alors
là, on est plutôt effectivement sur la production, hein. L'idée, c'est vraiment d'agir au niveau du producteur. C'est une expé qui est assez difficile à mettre en place, mais voilà, on a commencé les premiers tests aussi il n'y a pas très longtemps, et ça va se poursuivre dès le printemps 2018. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on écrète par exemple 70% de l'onduleur photovoltaïque, on ne va perdre que 1% de la production. Donc c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est que pour le photovoltaïque aussi, on dimensionne parfois les réseaux uniquement pour la pointe d'injection qui va arriver quelques jours au mois de juillet, août, etc. Donc peut-être que voilà, l'écrêtage, c'est une solution pour éviter justement de renforcer de façon abusive les réseaux, alors qu'en écrêtant, on ne perd pas tant d'argent que ça, et on répond aux enjeux. Est-ce que si on considère que ce que vous êtes en train de développer est une sorte de prototype qui avance bien, est-ce que vous pourriez le formaliser et le proposer auprès de la SEM Lyon Énergie qui va développer... Alors, voilà, je vous explique un petit peu. Donc, effectivement, pour Lyon, ça nous intéresse. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on teste effectivement. Alors, la micro-échelle sur les, donc c'est vraiment tout petit. Et puis, côté donc le lot qu'on appelle communauté, hein, côté territoire, on travaille aussi sur, donc, comme je l'ai dit, les incitations comportementales. Donc, on a initié un concours famille à énergie solaire. Pour ceux qui connaissent concours famille à énergie positive, nous, c'est concours famille à énergie solaire, où cet été, on a entraîné une quinzaine de familles justement à travailler sur le décalage de leur consommation sur les heures méridiennes, en gros. Donc, plutôt tout ce qui était électroménager, enfin tous leurs usages, etc. Dans la mesure du possible. Là, l'approche n'est pas tant quantitative en fait que qualitative. Ce qu'on souhaite voir, c'est justement quels sont les usages qui peuvent facilement décaler, est-ce qu'ils ont des réticences, et puis il y a aussi un enjeu de sensibilisation tout simplement à ces questions-là. Et puis on va enchaîner cet hiver sur le concours famille à énergie positive, parce qu'on tient quand même à la dimension maîtrise de l'énergie. Le CIDER, donc, qui démarre le déploiement de bornes électriques au niveau du Rhône, va installer la première borne, un peu comme borne vitrine, sur la commune des Haies, et la commune a un véhicule électrique là, depuis plus de 6 mois. Ils ont changé leur utilitaire donc, par un Kangoo électrique. Et justement, il y a aussi un enjeu de voir comment est-ce que les recharges peuvent être faites précisément au moment des pics de production. Voilà, et puis tout ça peut être visualisé sur une plateforme SMAP et moi qui est mise à disposition des habitants. Alors, juste, tout ça, on le fait aussi de façon simulée avec Grenoble UNP, puisqu'il y a tout ce qu'on ne peut pas tester sur le terrain, on le simule. Donc, il y a d'autres méthodes de pilotage qui sont simulées, le stockage également, l'équilibrage de phase. Et l'idée, c'est ensuite, enfin, on a commencé à travailler déjà, mais de croiser tout ça avec les scénarios au niveau du territoire et de pouvoir changer d'échelle au niveau communauté de communes et puis territoire à énergie positive. Donc, très concrètement, on travaille sur des scénarios de consommation-production à horizon 2030-2050, donc aux différentes échelles. Et on veut voir justement si on peut arriver à modéliser le réseau à cette maille-là et à voir si les solutions qu'on a testées à une micro-échelle peuvent être dupliquées à une maille plus large et permettre justement d'atteindre ces objectifs énergétiques qui sont extrêmement ambitieux. Hein. Le TEPCV Saint-Étienne Métropole PNR du Pilat, ils veulent diviser par 2 leur consommation d'énergie en 2050. Ils veulent avoir, je crois, 70% de leur consommation couverte par des ENR. Sur l'électricité. Donc c'est très ambitieux et voilà. Et si on n'avance pas sur effectivement les solutions smart grid, je crains qu'effectivement ça soit compliqué d'atteindre ces objectifs. Voilà. Donc voilà très concrètement ce qu'on fait sur SMAP. Et puis je vais passer à la deuxième expérimentation, alors qui est très récente, donc du coup j'ai pas du tout la même. Excusez-moi un petit peu rapidement, ouais. Parce que je suis obligé d'avancer. Mais je vous en prie. Ah non, ça va être très rapide parce qu'effectivement on la démarre. Donc, mais c'est juste pour dire que voilà, là on est sur un autre enjeu qui le SMAP c'était vraiment axé effectivement sur la question de la régulation de la tension beaucoup. Et puis là, Pegasus, c'est un projet européen qui se focalise plutôt sur l'équilibrage production-consommation locale. Alors je ne vais pas dire micro-réseau parce que tout le monde a peur et croit qu'on fait de l'îlotage ou quoi que ce soit. Pas du tout, au contraire, on est vraiment dans cette
dimension connecter réseau. Et en fait, c'est plutôt un projet d'autoconso collectif qu'on est en train de mettre en place sur un village qui, là encore, est en milieu très rural, dans le parc du Vercors. Un village qui a des problèmes de coupure électrique intermittente lorsqu'il y a des intempéries et qui, localement, a monté une association qui a des objectifs très ambitieux pour travailler sur la fiabilité du réseau, pour travailler sur la mobilité hydrogène et pour travailler sur l'autoconsommation collective. Donc depuis cet été, on récupère, alors là, c'est pas des compteurs Linky, on a carrément instrumenté les tableaux électriques chez une quarantaine de clients raccordés à un même poste. Toujours en basse tension, et on va justement travailler sur une faisabilité technico-économique d'un projet d'autoconso collective, donc en recherchant l'équilibre production-consommation, en simulant du stockage, en simulant du pilotage, et en simulant éventuellement sur les aspects économiques les services réseau qu'on pourrait rendre. Voilà. Donc que ça soit sur SMAP ou sur Pegasus, on présentera ça aux Assises de l'énergie de Genève, qui est proche de chez nous en 2018, et on aura sans doute plus de résultats à vous proposer. Voilà. Eh bien, on viendra vous voir, Genève. Merci beaucoup, madame. On va continuer avec vous, monsieur Salaberry. Donc, on a vu un projet sur l'île d'Ouessant, on a vu plus qu'un projet, une vraie stratégie de territoire à l'échelon du département. On vient de voir 2 petits projets, mais qui ont du sens, parce que c'est justement sur des territoires ruraux qui risqueraient d'être exclus. Est-ce que la fédération intervient sur l'ensemble de ces projets avec les réflexions que vous menez justement sur les stratégies de déploiement dans le domaine du numérique ? Ou est-ce que vous vous concentrez sur des opérations phares comme la ville de Nice, ici les Moulineaux, etc. Est-ce que tous les types de territoires vous intéressent dans votre réflexion ? Non, bien entendu, c'est l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer qui concerne la FNCCR. Ses membres sont tous issus de l'ensemble de ce territoire. On vient de voir que tous ces projets innovants dans le secteur énergétique nécessitent des réseaux télécoms. Bon, je vais essayer d'être concis et rapide. 3 types de réseaux télécoms ont commencé à être construits il y a de cela une vingtaine d'années. En gros, les réseaux fixes, ça a commencé par les réseaux ADSL sur le réseau du téléphone. Ça devient maintenant des réseaux en fibre optique. Deuxième type de réseau, les réseaux mobiles. Vous connaissez tous le réseau mobile, évidemment. Ce sont des réseaux mobiles qui ont commencé par le GPRS, le GSM, donc la 2G, puis ensuite la 3G, maintenant la 4G, demain la 5G. Voilà, ces réseaux évoluent. Et puis troisième type de réseau, des réseaux d'objets connectés, ce qui sont des réseaux généralement où la nécessité de transfert de débit est relativement faible et peu fréquent et qui nécessitent des fréquences spécifiques. Donc ces 3 types de réseaux ont commencé à être construits il y a de cela une vingtaine d'années. Et pour atteindre probablement l'asymptote de l'élaboration de ces réseaux, il faudra encore probablement une vingtaine d'années. Mais dans 20 ans, nous aurons donc un réseau fixe qui couvrira l'ensemble du territoire en fibre optique. Nous aurons un réseau mobile probablement 5G, voire 6G, qui couvrira lui aussi l'ensemble du territoire. Et nous aurons aussi des réseaux d'objets connectés qui couvriront aussi l'ensemble du territoire. Si vous ajoutez à ça le passage, je rentre un petit peu dans le détail de la mécanique technique, mais les protocoles IP, nous allons passer d'un IP4 qui est un peu le dinosaure des réseaux de télécommunications à l'IP6 qui est en train d'être déployé sur l'ensemble des réseaux télécoms. Tous ces réseaux seront full IP. Et donc, c'est ça l'Internet de l'avenir. L'Internet qui aura une certaine stabilité par la suite. Donc ça, c'est un petit peu l'objectif à atteindre et qui permettra donc à tous ces projets innovants de pouvoir être développés. Et vous pensez vraiment que ce soit l'île d'Ouessant ou la petite commune de Léé va profiter de tous ces développements absolument. Ah oui, on n'a pas le choix. On n'a plus le choix. On n'a plus le choix. Ça nécessitera des débits, voilà, un petit peu comme l'énergie, ça nécessite des débits à certaines heures de la journée, voilà, des débits très importants. Dans les réseaux smart grid spécifiques, ça ne nécessite pas forcément des débits très très importants, mais par contre, il faut que les réseaux tiennent. On est, et ça a été évoqué en début de journée, on est sur des réseaux qui vont devenir des réseaux temps réel. Des technologies qui sont temps réel. Et lorsque des technologies temps réel
doivent fonctionner, il faut des réseaux temps réel. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Et je pense que ça, c'est une exigence à la fois de couverture et de qualité des réseaux pour l'avenir. Alors, quelle est l'implication? Vous évoquez la FNCCR, c'est surtout les adhérents de la FNCCR qui s'impliquent dans la construction de ces réseaux, un petit peu comme dans Lyon, hein, où le syndicat d'énergie s'est impliqué dans la construction de pylônes de téléphonie mobile pour couvrir les zones blanches. Eh bien, nos adhérents construisent des réseaux fibre optique, ils construisent des pylônes de téléphonie mobile et ils commencent à évoquer, un petit peu comme ça n'a pas été exprimé, mais en tout cas, le Finistère, le syndicat d'énergie du Finistère commence à réfléchir à la construction d'un réseau d'objets connectés sur l'ensemble du département qui permettrait, ça a été évoqué, de pouvoir connecter les réseaux d'eau, les réseaux de déchets, les réseaux énergétiques, tout un tas de réseaux de services publics qui sont nécessaires à cette gestion temps réel du territoire. Les collectivités interviennent effectivement en matière de construction. Vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas. Dans ce qui concerne la fibre optique, le territoire a été partagé entre les zones d'agglomération, les zones urbaines, dites urbaines, hein, et puis les zones rurales. Donc les collectivités territoriales interviennent essentiellement dans les zones rurales. C'est aux opérateurs de construire les réseaux dans les zones urbaines. Mais donc il y a quand même... tout ça doit être fait avec une certaine harmonie. Et donc ça nécessite des coordinations, ça nécessite du management de projet, si j'ose dire, et un pilotage national assez serré et efficace. Donc on contribue là pour le coup à la FNCCR à essayer que cette gouvernance et cette gestion du projet national pour la mise en place de tous ces réseaux se fasse dans un contexte favorable, avec une utilisation la plus modeste possible d'argent public, mais avec aussi une efficacité à l'avenir, avec aussi l'enjeu probablement que la propriété de ces infrastructures reste dans le domaine public et que on prend conscience peu à peu du caractère souverain des infrastructures qu'on est en train de mettre en place. Certes, ce n'est pas l'État qui les met en place, que ce soit les infrastructures énergétiques ou de télécommunications, ce sont les collectivités. C'est probablement issu un effet induit de la décentralisation, mais les compétences que l'on a maintenant sont devenues des compétences de souveraineté. Et il faut avoir cette approche maintenant à la notion de sécurité informatique, de sécurité d'approvisionnement, qui sont des enjeux clés pour nos populations. Et donc, je crois que la FNCCR est tout à sa place dans cette mission d'organisation et d'accompagnement de tous ses adhérents dans ces projets. Un accompagnement, à mon avis, quelque chose qui est plus récent, et je l'évoquais, c'est les réseaux d'objets connectés. Je crois qu'il y a là une opportunité nouvelle pour les collectivités territoriales à pouvoir construire ces réseaux d'objets connectés pour tous les services qu'elles pilotent. Des services comme la gestion de l'eau, la télérelève de l'eau, hein, ça a été évoqué. Enedis s'occupe de la gestion de la télérelève de l'électricité, mais dans les autres domaines, les déchets, l'eau, ce sont les collectivités territoriales, quelquefois en régie, quelquefois avec des délégataires qui œuvrent à tout ça. Nous pensons que la maîtrise des systèmes d'information et des data est essentielle dans tous ces enjeux. Donc ça a aussi été évoqué par le président Loury, j'y reviens pas. Voilà, on est tous convaincus de ces enjeux. Mais il y a une nécessité à construire donc des réseaux de télécommunications, d'objets connectés qui mutualisent la récupération de toutes ces données et le pilotage de tous ces services publics. Et je crois que là, il y a un enjeu à travers probablement la numérisation de l'éclairage public. Là aussi, c'est une compétence des syndicats d'énergie. Si on numérise un réseau d'éclairage public, à partir du moment où on fait un réseau d'objets connectés pour l'éclairage public, il faut le penser pour les autres types d'objets connectés sur l'ensemble du territoire. Donc là, il y a une certaine évidence à ce que les syndicats d'énergie s'impliquent dans ces réseaux d'objets connectés avec peut-être l'angle d'attaque de l'éclairage public qui permet de pouvoir déployer sur l'ensemble ensuite d'un département, un réseau qui pourra être mutualisé entre tous les types de syndicats techniques que nous avons, voire même les agglomérations et les métropoles. Donc ça, ce sont des enjeux essentiels. Ça a été évoqué,
il y a des infrastructures qui sont essentielles pour le territoire. Un pylône de téléphonie mobile, ça a une valeur essentielle. Pourquoi ? Parce que ce pylône, certes, c'est un point haut, mais pour les dizaines et des dizaines d'années qui viennent, il va être utile pour les réseaux hertziens, quels que soient les types de réseaux hertziens qu'on va utiliser par la suite. Donc pour les réseaux d'objets connectés aussi. Mais il y a d'autres infrastructures qui sont essentielles. Des points hauts, il y en a qui sont moins hauts, mais qui sont tout aussi intéressants. Par exemple, les candélabres, qui peuvent être utilisés pour faire autre chose que de l'éclairage public en matière de télécommunications et de réseaux d'objets connectés. Il y a aussi évidemment les appuis électriques, qui sont aussi des équipements stratégiques pour l'ensemble de notre territoire, qui permettent, puisqu'il y a de l'énergie qui passe dessus, et qu'en plus ce sont des points hauts, eh bien, ils sont stratégiques parce qu'ils permettront à ces réseaux d'objets connectés de pouvoir se déployer assez facilement dans l'ensemble du territoire, surtout si c'est un syndicat d'énergie qui est à la manœuvre, puisque généralement, il est propriétaire et des infrastructures, des appuis aériens électriques, et des candélabres lorsqu'il a la compétence d'éclairage public. Donc voilà quelques missions qui, dans cet environnement très, très mouvant et très actif, pourraient être vraiment des missions stratégiques pour les syndicats d'énergie à l'avenir, et qui permettraient notamment à tous ces... toute cette nouvelle technologie dans l'énergie de pouvoir être connectée en général. Merci beaucoup, monsieur, pour votre intervention. Ce que je retiens, c'est qu'on n'a pas le choix, il faut y aller, et que les collectivités doivent garder la main sur les équipements et les données aussi. Alors, si vous n'avez retenu que ça, c'est parfait. Très bien. On finit rapidement. Allez-y. On finit rapidement avec vous, monsieur Philippe Bourguignon. Si vous avez besoin des slides, on vous les passe. Sinon, vous faites une petite synthèse. Ensuite, il y aura une petite vidéo de 3 minutes qui présente ce qu'est le syndicat à l'attention du grand public, puisque la communication du syndicat va s'ouvrir de plus en plus au grand public. Donc, il était normal d'expliquer à tous ceux qui ne s'intéressent pas au quotidien au syndicat à quoi ça sert et comment ça marche. Et on finira sur la dernière demi-heure, puisque je suis censé rattraper 1 heure en une demi-heure, ou l'inverse, je ne sais pas, pour la dernière table ronde. Allez-y, monsieur. Bien, alors on va essayer de faire synthétique, et donc essayer d'aller sur des points clés. D'abord, merci de m'avoir accueilli, parce que finalement, la conclusion d'un projet de recherche européen que j'ai lancé en 2011, eh ben, je la fais actuellement dans Lyon, sur la ville de Chiché actuellement, et on l'a fait l'an dernier sur Val-de-Mercy. L'objet de cette réflexion, bien sûr, c'est tout ce qui a été dit, je ne suis que 100% d'accord avec tout ce qui a été dit avant. Il n'y a pas le moindre doute par rapport à ça. Mais le sujet, on ne l'a pas pris par cet angle-là à l'époque, on l'a pris par un autre angle, qui est l'angle de la souveraineté numérique de l'Europe par rapport aux opérateurs américains. Et le deuxième angle, c'est l'angle de l'industrialisation. Le constat en 2011, c'est évidemment ce marché d'aller arriver. Évidemment, il arrive beaucoup trop lentement en France. Le Linky, par exemple, équivalent, est déployé depuis fin 2013 dans tous les pays scandinaves, et avec des pas de temps beaucoup plus courts en plus. Donc, c'est un peu inquiétant qu'il y ait encore des gens qui s'inquiètent avec les ondes, avec ça. Le sujet, c'est un vrai sujet industriel et de souveraineté. Alors, souveraineté numérique, il est clair que ça parle de la réappropriation de la donnée au niveau des territoires. C'est clairement que la donnée, c'est l'information derrière, et l'information, elle doit être maîtrisée par les territoires. Il n'est pas imaginable, de mon point de vue, qu'elle ne soit maîtrisée que par 4 acteurs au niveau mondial, ou bientôt 4 nouveaux. Je vous l'annonce tout de suite, ça va être des Chinois qui vont jouer leur rôle dans les 5 à 10 ans qui viennent. Donc, c'est pas, de mon point de vue, c'est pas concevable. De mon point de vue aussi, il n'est pas concevable que l'industrialisation ne passe plus que par quelques très gros acteurs. Je vais vous donner un seul exemple. Il y a 5 ans, Alcatel, Nokia, était fournisseur de France Télécom à 70% pour ses routeurs. Aujourd'hui, c'est un Chinois qui fait le boulot. Quelques années après seulement. La situation va être exactement la même, pas avec Smart Grid, si on n'est pas capable de se réapproprier ce savoir-faire, alors que je peux vous assurer, moi qui travaille essentiellement avec des chercheurs et des PME, que l'essentiel de ce savoir-faire est maîtrisé à la maille européenne. Je dis bien européenne, parce qu'il y a déjà des savoir-faire qui ne sont plus maîtrisés en France. Il y en a qui ont été rachetés par des entreprises étrangères loin de nous.
Donc on a encore l'essentiel maîtrise chez nous, mais encore faut-il se donner les moyens d'y aller. Il faut se donner les moyens d'entreprendre et d'entreprendre à des mailles locales et de faire ce qui vient d'être dit, mais il faut le faire. Voilà. Et il faut le faire plutôt vite maintenant. Donc, parce que voilà, le temps ne s'arrête pas. Le temps ne s'arrête pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait dans Lyon? On s'est focalisé sur 2 sujets. Donc, à Chiché, on a voulu démontrer 2 choses. On a voulu démontrer d'abord que si on n'avait pas encore Linky, on pouvait se passer Linky. Donc, ça n'est passé avec un prototype. Ça marche à peu près pareil. Ça permet d'avoir toutes les 10 minutes d'information sur la consommation électrique des clients. Est-ce qu'il a été accepté aussi bien ou aussi mal que Linky? Je dirais qu'il y a, je crois, 4 personnes qui ont refusé qu'on installe ce système de capteur, qui est provisoire. On attend Linky, en fait. Hein. Il est provisoire, il est là pour l'expérimentation, 6 mois, 1 an. On a surtout on s'était intéressé à savoir comment on allait utiliser cette donnée. Donc aujourd'hui, c'est la donnée proto, demain, ce sera la donnée Linky. Qu'est-ce qu'on pouvait en faire pour la collectivité? C'est le seul intérêt. Et la collectivité, c'était le syndicat. Et le syndicat m'a dit, moi, j'aimerais bien avoir une vision précise des contraintes de réseau. Et j'aimerais qu'on me fasse des propositions des propositions pour qu'on puisse éviter les renforcements sur ce réseau. Et bien, on lui a dit, voilà, avec des données équivalentes Linky, on va pouvoir mettre en place un nouveau modèle d'affaires. En l'occurrence, il s'agit d'une start-up qui est basée à Grenoble, que je connais à peine, mais qui découvre ce marché-là, et qui va analyser ces informations-là et qui va proposer des solutions aux syndicats pour éviter les renforcements de réseau qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui parce que les modèles ne sont pas assez précis. Donc l'information Linky demain permettra à faire des renforcements beaucoup plus fins et souvent les éviter. C'est ce que va montrer l'expérimentation en cours. Évidemment, elle va permettre d'enrichir aussi une bien meilleure connaissance, une compréhension des comportements. Et je peux vous assurer que simplement en expérimentant, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près, je le dis, je ne sais pas quels sont les fournisseurs, mais je pense que c'est un peu Engie et un petit peu EDF, mais il y avait à peu près déjà 20% des clients qui sont très mal tarifés. Il y a des clients qui ont des contrats qui sont à peu près 3 ou 4 fois supérieurs à ce qu'ils devraient être. Donc j'espère qu'avec Linky, ils auront rapidement le bon conseil tarifaire sur le sujet. Ça, c'est les effets induits. On a fait la même opération sur Val-de-Mercy. Et là, on a déployé un autre réseau pour capter l'information. C'est un réseau Sigfox. Sur Chiché, c'était un réseau LoRa. Bon, le lien ni avait l'un ni avait l'autre, mais sur le réseau Sigfox, on s'est rendu compte qu'on pouvait aisément déployer de l'information sur l'eau et que l'information sur le comptage d'eau avait du sens. Pourquoi elle a du sens? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, s'il y a une fuite d'eau et qu'elle n'est pas détectée, c'est finalement le syndicat à la fin qui va payer la facture en cas de fuite non détectée pendant plusieurs mois. Donc le seul fait d'aller connecter l'information et donner ce rendu à la commune amène une valeur. Deuxième valeur, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est qu'on peut, en ayant une bonne compréhension de la consommation d'eau, une bonne compréhension des réseaux électriques, on peut déclencher le château d'eau au bon moment, c'est-à-dire au moment où l'énergie n'est pas chère. Quand il y a du photovoltaïque sur place, évidemment, c'est à ce moment-là qu'on va le déclencher. Ça a déjà été dit. Tout ça pour dire que le vrai sujet, bien sûr, c'est le smart grid, mais le vrai sujet, c'est la réappropriation de la donnée et des systèmes d'information par les territoires. Et je vous dis bien, on n'est pas du tout aujourd'hui, il faut aller vite aujourd'hui. On n'est plus aujourd'hui, c'est une question d'années maintenant. C'était une question de mon projet, on l'a démarré en 2011, mais 2011, ça fait quelques années déjà. C'est une question d'années. Il faut que la donnée soit réappropriée par les territoires, c'est-à-dire que les gens sachent qu'est-ce qu'on fait leurs données. Et leurs données, c'est pas négatif. C'est quelque chose qui est utile. Ça va être réutilisé par des moteurs d'intelligence artificielle auxquels nous réfléchissons aujourd'hui, sur lesquels il y a des quantités de choses qui existent, y compris en France, des choses qui sont tout à fait brillantes, mais ces choses-là, il faut les utiliser, il faut les tester, il faut les déployer. Pour ça passe à l'évidence par l'expérimentation, ça nous a été dit. J'ajoute que, travaillant pour des grands groupes qui ont été EDF et aujourd'hui Engie, je peux vous assurer que quand vous avez un regard international de ce qui se fait, ça permet de relativiser ce qui se fait, et ça permet de se dire que ça vaut le coup, et puis ça vaut le coup surtout d'abandonner. Bon, très clairement, quand je vois les énormes batteries qui sont déployées à droite à gauche, je peux vous assurer que l'intelligence coûte moins cher qu'une batterie la plupart du temps. Et donc j'aimerais plutôt déployer l'intelligence que déployer des batteries, quand on peut. On ne peut pas toujours. Et en particulier, gérer la flexibilité, ça a déjà été dit, et je le redis, la flexibilité, ça va être le maître mot des réseaux intelligents de demain. Et
Quand on parle de flexibilité, on parle immédiatement de réseau. Et quand on parle de réseau, on parle immédiatement de réseau avec des pilotages temps réel, évidemment. Et le temps réel, c'est bien la milliseconde qu'il faut atteindre dans certains cas de figure. Et si on n'a pas compris qu'il y a ces verrous technologiques à lever et à lever au niveau des territoires, on n'aura pas de réseau intelligent. Voilà. Donc il est clair qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Quand je regarde la dépense européenne, la France a dépensé énormément d'argent sur les réseaux intelligents. Le retour sur investissement n'est pas forcément à la hauteur de ce qu'il devrait être, parce que je pense qu'on a un système qui n'est pas assez fédéré. Je pense que l'avenir, il est à coordonner, à fédérer les opérations entre elles. L'expérience de ce qui a été fait en Bretagne va dans la très bonne direction. Il faut fédérer, il faut faire confiance à nos académiques, faire confiance à nos PME. Et si on fait confiance aux académiques, aux PME, qu'on fédère, c'est-à-dire qu'on démontre sur le territoire que les choses sont possibles, à ce moment-là, on peut revenir dans la course. Voilà. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir été rapide et synthétique. On ne va pas faire de pause café parce qu'on n'a pas le temps. On va faire une pause cinéma de 3 minutes. Madame, messieurs, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à regagner vos places. Ne bougez pas. Et on vous présente donc ce qu'est le S2Y en images tout de suite. Que le SDEY. Les communes de Lyon, comme toutes les communes de France, doivent permettre à leurs habitants d'accéder au réseau électrique au titre du service public. Cette mission nécessite des moyens financiers importants, dus notamment aux travaux d'implantation des réseaux, mais également une expertise pointue pour la conception de ces réseaux, par exemple. C'est pour cela que les communes ont choisi de mutualiser leurs moyens et de confier cette mission au syndicat départemental d'énergie de Lyon, le SDEY. Celui-ci regroupe ainsi toutes les communes du département. Il se compose d'un président, de 12 vice-présidents et d'un comité départemental de 48 membres élus des communes adhérentes. Ce sont eux qui fixent l'orientation générale et votent les grandes décisions. Celles-ci sont ensuite mises en œuvre par l'équipe permanente de collaborateurs, composée notamment des services techniques et des services administratifs, comme les ressources humaines ou la comptabilité. Le cœur de métier du SDEY concerne les réseaux d'électricité. Pour l'ensemble du territoire, il supervise en tant que maître d'ouvrage la construction des nouveaux réseaux électriques ainsi que la dissimulation ou le renforcement des réseaux existants. Propriétaire des infrastructures, il en délègue l'exploitation à Enedis. Par ailleurs, les communes peuvent, si elles le souhaitent, confier au SDEY d'autres compétences, parmi lesquelles l'installation, la rénovation et l'entretien de l'éclairage public, la mobilité électrique avec l'installation des bornes de charge pour les voitures électriques, les réseaux de distribution du gaz. Le SDEY explore de nombreuses autres thématiques sur lesquelles il offre aux collectivités une expertise et des services à la demande. Il propose aux collectivités un service d'achat groupé d'électricité ou de gaz pour qu'elles bénéficient de meilleurs tarifs. Il offre des conseils aux collectivités qui souhaitent réduire leurs dépenses énergétiques en réalisant des diagnostics sur des bâtiments communaux par exemple. Le SDEY met à disposition des collectivités un système d'information géographique, SIG, qui permet par exemple de localiser précisément les différents réseaux de gaz ou d'électricité et de réaliser des travaux sur les réseaux en toute sécurité. Le SDEY intervient pour résorber les zones blanches en téléphonie mobile, c'est-à-dire les zones non couvertes avec l'installation de pylônes. Enfin, le SDEY propose des solutions innovantes dans des domaines tels que les smart grids, les territoires hydrogènes, les villes intelligentes et l'autopartage. Véritable animateur de territoire, le SDEY agit pour assurer la transition énergétique du département de Lyon.
petite présentation très synthétique que vous pouvez retrouver tranquillement si vos administrés vous posent des questions sur de l'utilité du S2Y. Vous pouvez le retrouver sur s2y.fr.